Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, matin, l'invité politique. Je vous le disais tout à l'heure, il est 8h30, notre invité politique ce matin est François Asselineau, il est président de l'Union populaire républicaine, l'UPR. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Alors François Asselineau, la séquence présidentielle est finie. Nous avons donc un nouveau président de la République. S'ouvre la séquence des élections législatives. Est-ce que je peux avoir néanmoins votre regard sur cette élection présidentielle et puis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée ? Écoutez, moi je crois que la France est entrée maintenant dans une phase de très grande instabilité. Parce que si je regarde les choses en face, je crois traduire le sentiment d'énormément de Français qui se réveillent après le deuxième tour avec la gueule de bois. Pourquoi ? Parce que nous nous retrouvons avec quelqu'un qui est le plus jeune président de la République française depuis de toute l'histoire. Quelqu'un qui a montré au cours des débats, si on regarde avec honnêteté, qui a montré une fadeur, une inconsistance complète. Et quelqu'un qui a passé 5 ans à l'Élysée auprès de François Hollande, puis comme ministre de l'économie, avec un bilan absolument accablant dont on n'a jamais parlé au cours de la campagne, notamment la vente, le bradage d'Alstom aux Américains, la cession de la gestion de l'aéroport de Toulouse à des escrocs chinois, le bradage de la licence SFR à M. Patrick Drahi, enfin, il y a la montée continuelle du chômage pendant 5 ans, etc. Monsieur Macron était aux affaires à ce moment-là. Mais néanmoins, il vient d'être élu dans un état de confusion générale. Et à l'issue d'une campagne de promotion absolument considérable de tous les grands médias du pays. Je rappelle qu'au cours de l'année 2016, M. Macron a eu droit à 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines, des centaines d'heures dans tous les grands médias, le tout assorti par ailleurs de commentaires plus dithyrambiques les uns que les autres sur sa prétendue intelligence exceptionnelle, etc., etc. Voilà. Alors autrement dit, je pense que beaucoup de Français sont d'accord avec moi, que cette élection a été volée aux Français parce qu'il n'y a pas eu une compétition à la loyale. Moi-même, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. J'ai eu droit en fait à une médiatisation alors que j'ai créé un mouvement politique qui est, on a dépassé les 27 500 adhérents. Nous sommes maintenant des plus grands mouvements politiques français. Pendant 9 ans et 11 mois, j'ai eu droit à un blacklistage systématique sur tous les grands médias du pays. Je n'ai eu droit qu'à peu près 0,5 à 1% des médias pendant la campagne présidentielle. Il en a été de même à peu près des 6 autres candidats qualifiés de petits candidats par l'ensemble des médias, ce qui est totalement contraire à la Constitution, ce qui vaudrait sous d'autres cieux d'ailleurs l'indignation des médias français. Si la façon dont s'est déroulée l'élection présidentielle française, ça s'était passé de la même façon en Russie, en Biélorussie ou en Chine, on aurait dit que c'était un scandale et l'OSCE, l'organisation, vous savez, pour la sécurité et la coopération en Europe qui donne des leçons de morale à la planète entière et qui proteste contre l'inégalité de traitement médiatique des candidats en Biélorussie ou en Russie, on en aurait fait des tonnes. Voilà. François Asselineau, est-ce que vous estimez que l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée est en fait une continuité de la politique de François Hollande ? Ce que j'estime surtout, c'est qu'il n'y a pas de politique de François Hollande. La politique, c'est celle qui est fixée par les traités européens et par la Commission européenne et la Banque centrale européenne en application des traités européens. J'ai rappelé pendant cette campagne, je me suis fait d'ailleurs brocarder pour ma trop bonne connaissance des traités, je citais les articles des traités et les articles de la Constitution. Il y en a qui ont trouvé matière à en rigoler. C'est quand même incroyable qu'on ait rigolé de moi parce que je connaissais trop bien mes dossiers. Ce qui effectivement n'était pas le cas d'autres candidats. Madame Le Pen, vous avez vu comment elle s'est sabordée
délibérément lors du débat du deuxième tour par une conduite absolument burlesque qui était faite pour faire élire Monsieur Macron. Alors justement, cette politique de Monsieur que vous prêtez à Monsieur Hollande, elle va en fait, c'est celle de la Commission et de la BCE, ça va continuer. Et nous allons donc avoir au cours des semaines, des mois et des années qui viennent une politique qui est déjà fixée. J'ai alerté à chaque débat, lors du dernier débat, enfin du pseudo-débat qu'il y a eu sur France 2, où ils ont fait passer les uns après les autres tous les candidats, j'ai déchiré devant les caméras le rapport des grandes orientations de politique économique de la Commission européenne qui datait du 18 mai 2016. Je vous signale que le 17 mai, c'est-à-dire dans quelques jours, nous allons avoir la nouvelle mouture, le nouveau rapport des grandes orientations de politique économique. C'est là qu'il y aura le véritable programme que va mettre en œuvre M. Macron. Je peux tout de suite vous dire, je l'ai dit déjà tout au long de la campagne, M. Macron va augmenter la TVA et baisser l'impôt sur les grandes sociétés. Ça veut donc dire qu'il va faire payer les plus pauvres et enrichir encore les plus riches. M. Macron va faire baisser le SMIC. M. Macron va progressivement détruire le CDI, les contrats à durée indéterminée. Il va ubériser la société, déréglementer toutes les professions réglementées, donc les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les huissiers, les experts comptables, les artisans taxis, etc. et j'en passe. Monsieur Macron va commencer à démembrer la République en supprimant, il l'a d'ailleurs dit dans son programme, il avait dit qu'il supprimerait 25% des départements. Monsieur Macron va également donner de plus en plus dans la soumission à Washington et à l'OTAN. Donc tout ceci est écrit et les Français vont d'un seul coup découvrir que c'est la politique de François Hollande empire et naturellement au passage tout ceci ne résoudra absolument en rien, mais en rien, le problème du chômage. Alors, François Asselineau, vous évoquiez tout à l'heure le débat du second tour et la prestation de Madame Le Pen. Le FN, alors on voit que le FN est en crise aussi après cette fin de présidentielle. Beaucoup de partis vont devoir se recomposer. On pense au PS. Ce matin, Manuel Valls a affirmé d'ailleurs que le PS était mort. Manuel Valls qui d'ailleurs va s'inscrire aux législatives sous la bannière du mouvement d'Emmanuel Macron. Il l'a dit ce matin. Ça fait suite d'ailleurs à l'annonce hier de la démission de la présidence du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de Christian Estrosi. On a l'impression que le mouvement En Marche de M. Macron happe un peu les différentes forces vives des grands partis politiques, donc une grande recomposition, mais justement le FN, lui, va aussi subir des turbulences. Qu'est-ce que vous avez pensé du FN dans cette campagne électorale, vous, monsieur Asselineau? Écoutez, le FN a été l'illustration de ce que je ne cesse de dire seul contre tous depuis des années, c'est que le Front National n'est pas l'opposant au système, il en est au contraire l'élément clé. Il en est au contraire la roue de secours. Le Front National, au cours de cette campagne, vous savez ce qui vient de se passer, c'est que c'est la 7e fois qu'un membre de la famille Le Pen vient d'échouer un échec cinglant à l'élection présidentielle. La 7e fois. Est-ce que les auditeurs peuvent bien comprendre ça? Et en 1988, lorsque M. Le Pen avait été battu, le Front National avait dit, vous allez voir, ça sera en 1995, il sera élu. Et puis en 95, c'était en 2002. Et puis en 2002, c'était en 2007. Et puis en 2007, c'était en 2012. Et puis lorsque Mme Le Pen a été battue en 2012, le FN a assuré, vous allez voir, ça sera en 2017. Et maintenant, on nous dit, ça sera en 2022. Et puis en 2022, ça sera en 2027. Et puis en 2027, ça sera en 2032 pour le 10e échec. Ça va durer jusqu'à quand, cette histoire? Il faut comprendre que le simple nom de Le Pen suscite une telle horreur chez 75 à 80% des électeurs inscrits que jamais quelqu'un qui porte ce nom sera élu à l'Élysée. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Madame Le Pen avait fait campagne sur son seul prénom. Et c'est la raison pour laquelle les médias ne cessent de le promouvoir, puisque il suffit qu'il y ait un deuxième tour avec quelqu'un qui s'appelle Le Pen, face à n'importe qui, vous mettez un cheval ou un âne face à quelqu'un qui s'appelle Le Pen, il est élu à l'Élysée, c'est ce qui vient de se passer. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que les Français, qui ont la faiblesse de suivre ce que leur disent les médias, comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent, même s'ils sont exaspérés, etc., il faut qu'ils arrêtent de mettre leur confiance
dans un parti politique qui est médiatisé, ultra médiatisé, dans le but de faire élire l'adversaire. Et c'est pas une invention de ma part, ça a été tout à fait théorisé par les Américains depuis belle lurette. Je sais qu'on va dire que je suis encore anti-américain, c'est pourtant la vérité. Vous avez des trucs, ça s'appelle le candidat Mandchou, etc. C'est conçu pour. Voilà. Je me permets d'ailleurs au passage de signaler que si le deuxième tour avait opposé Monsieur Mélenchon à Monsieur Macron, le résultat aurait été identique. Tout simplement parce vous n'auriez jamais eu les électeurs de droite ou d'extrême droite n'auraient jamais voté pour le candidat du Parti communiste. Voilà. C'est-à-dire que la promotion du Front national d'un côté, du Front de gauche de l'autre, front contre front, a pour vertu, pour les tenants du système, d'empêcher que les Français qui ne veulent plus voir la France être en train de se désintégrer, ça les empêche de se rassembler. Comment on peut sortir de ça, François Asselineau, de ce cercle un peu vicieux là? C'est un cercle infernal. C'est-à-dire que, mais il faut faire quoi? En fait, ce qui vient de se montrer, vous signaliez tout à l'heure, à juste titre, le ralliement piteux de Monsieur Valls. Vous vous rendez compte, c'est même plus une couleuvre, c'est un boa qui est en train d'avaler. Et puis Monsieur Estrosi qui démissionne. On va avoir, ça va être assez comique à voir, tragicomique. On va voir, le mouvement c'est en marche, mais en marche arrière. On va voir tous les vieux crocodiles, tous les opportunistes des Républicains, du Modem. Il y a Monsieur François Bayrou qui est tapis dans un coin. Je rappelle que c'était allé de Robert Hue à Alain Madelin, de François Fillon à Manuel Valls, de Dominique de Villepin jusqu'à je ne sais plus, le nombre de Madame Kosciusko-Morizet, etc. Tout le monde, tous les opportunistes en fait, avaient appelé à voter Macron. Alors maintenant, ils vont passer à la caisse. Ils vont demander d'être rétribués. Donc moi, je pense que M. Macron, il va essayer de nommer un Premier ministre. On dit beaucoup, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il pourrait nommer comme Premier ministre Monsieur Édouard Philippe, que ça serait une tête nouvelle pour le grand public. C'était le bras droit d'Alain Juppé pendant la campagne présidentielle, en tout cas pendant la primaire des Républicains. Donc on va avoir en fait une espèce de syndicat, si vous voulez, de tous les politicards français dont les Français ne veulent plus. C'est ça qui se cache derrière M. Macron. Et comme M. Macron a une faible personnalité, en fait c'est le larbin d'une oligarchie, qu'il a été promu, qu'il doit tout à ses maîtres. Enfin, c'est pas à la force du poignet qu'il est arrivé à l'Élysée. C'est tout simplement parce qu'il a été poussé comme une nouvelle lessive. Vous pensez bien qu'il n'a absolument pas l'autorité personnelle, ni personnel ni politique pour s'imposer face à tous les vieux crocodiles de la politique française. Alors il va essayer, comme il est pas bête quand même, il va essayer ici ou là de mettre une tête nouvelle. Mais enfin les Français vont découvrir quoi? Ils vont découvrir en fait que le clivage droite-gauche, ce que je ne cesse de dire, n'a plus de sens aujourd'hui. Le vrai clivage, c'est entre ceux qui acceptent la destruction de la France. Je dis bien sa destruction, c'est-à-dire la pulvérisation de l'État-nation qui est en cours, comme en Espagne, comme au Royaume-Uni, d'ailleurs les Britanniques ont mis le haut là, comme en Belgique, etc. La pulvérisation de la France, sa soumission complète à une oligarchie industrielle, financière, économique impitoyable, qui est en train de nous asservir collectivement. Et donc ça, c'est l'ensemble de la classe politique française, de ceux qui ont été au pouvoir, UMP, Modem, UDI, LV, PS, etc. Même le PCF, même M. Pierre Laurent avait appelé à voter pour Macron. Et puis, à contrario, de l'autre côté, il y a ceux qui n'en veulent pas. Et ceux qui n'en veulent pas, ce sont ceux qui votent notamment pour le FN, ceux qui votent aussi pour M. Mélenchon ou pour l'extrême gauche. Et la difficulté, l'extraordinaire difficulté, je disais à l'instant, c'est que les médias ont tout fait pour que cet électorat-là soit divisé entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Il n'y a pas d'autre solution. Soit on laisse faire, soit les Français ont la sagesse collective de dire on arrête ça, et on se rassemble dans un mouvement au-dessus du clivage droite-gauche, comme d'ailleurs M. Macron a voulu l'être, mais cette fois-ci au-dessus du clivage droite-gauche pour faire exactement le contraire de M. Macron. C'est ce que je propose aux Français.
avec notre mouvement politique auquel se rallie de plus en plus de monde. Et j'en profite, si vous me le permettez, pour signaler que nous allons présenter des candidats dans les 577 circonscriptions législatives de France et d'outre-mer. Voilà, justement, François Asselineau, j'allais venir aux législatives. Il nous reste un petit peu plus de 5 minutes pour en parler quand même. Justement, le fait de pouvoir avoir cette élection législative qui arrive un mois à peine après l'élection du président, est-ce que ça peut aussi rééquilibrer peut-être, on a vu François Hollande en son temps avec tous les pouvoirs, et ne pas forcément arriver à conduire une politique qu'il avait pu désirer en tout cas. Est-ce que justement les législatives, à vos yeux, sont l'occasion de dire non, de dire on ne vous donne pas tous les pouvoirs? Je crois qu'un sondage, d'ailleurs, nous ne sommes pas grands adeptes des sondages ici à Bretagne 5, mais a dit que 61% des Français ne veulent pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Oui, 64%. 64%, pardon, oui, exactement, 64%. Vous faites bien de rectifier. François Asselineau disent que les Français ne veulent pas donner donc tous les pouvoirs tout de suite à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui pourrait justement peut-être rééquilibrer à vos yeux ce pouvoir? Alors, l'expérience historique depuis 1981, c'est que à chaque fois qu'il y a eu un changement de président de la République et que ça a été suivi d'une élection, des élections législatives, les Français ont confirmé aux élections législatives le vote à la présidentielle. Lorsque François Mitterrand avait été élu en 81, la droite à l'époque avait dit oui, mais on va se refaire au moment des législatives. C'est pas du tout ce qui s'était passé. Il y avait eu une gigantesque vague rose. Lorsque François Hollande a été élu en 2012, la majorité sortante, c'était une majorité UMP, Modem, etc. Enfin, pas Modem, il était déjà un peu sorti. Et M. Hollande a eu également une vague du Parti socialiste. Donc normalement, si on suivait la tendance historique, normalement, M. Macron devrait, avec son mouvement En Marche, avoir une majorité. C'est d'ailleurs ce qui nous a été annoncé à 20h02. Le scrutin était à peine clos, que des sondages nous indiquaient déjà que M. Macron allait avoir la majorité. Donc moi, je ne l'exclus pas, malheureusement. Mais comme cette élection ne ressemble à rien d'autre, et que les Français, je le disais tout à l'heure, se réveillent avec la gueule de bois, et que, je le rappelle quand même, il y a un point qui est absolument essentiel, c'est que M. Macron a rassemblé 44% seulement des inscrits. Et que le deuxième parti de France, c'est pas Madame Le Pen, c'est les abstentionnistes plus les votes blancs et nuls qui ont atteint des records. Et si vous prenez en compte le fait qu'il y a 9% des Français de plus de 18 ans qui ne sont pas inscrits, et je ne parle même pas des Français qui ne sont pas, enfin des gens qui sont en France et qui ne sont pas français, des immigrés qui vivent en France depuis des décennies et qui ne votent pas mais qui sont des acteurs sociaux. Mais pour se tenir aux simples Français de plus de 18 ans, il n'y a que 40% des Français qui ont voté pour M. Macron au deuxième tour, des Français inscrits, des gens qu'on rencontre dans la rue, il y en a que 4 sur 10, et sur ces 40%, il semble, d'après les sondages, qu'il n'y en a que 16% d'entre eux qui ont voté pour le programme. La moitié ont voté pour battre Madame Le Pen, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc 16% de 40%. Un vote de refus, en fait. Un vote de refus. Un vote de refus. Donc 16% de 40%, si vous faites un petit calcul, ça veut dire que vous avez actuellement entre 6 et 7% des Français que vous croisez dans la rue de plus de 18 ans qui ont voté pour le programme de M. Macron. C'est-à-dire pour le programme que j'évoquais tout à l'heure, celui, en fait, de la Commission européenne. Donc M. Macron, il part sans aucun état de grâce, c'est ça qui est tout à fait nouveau, et il part avec plus de 90% des Français qui n'ont pas voté pour son programme. On se rend compte de l'immensité de la manipulation. Il n'y a pas du tout un vote d'adhésion sincère et profonde du peuple français. C'est le contraire exact. La conception de l'élection présidentielle au suffrage universel, telle que l'avait conçue Charles de Gaulle, a été complètement dénaturée par la puissance médiatique et la soumission, il faut bien le dire, de tout l'appareil d'État à une candidature qui avait été choisie par l'oligarchie. Alors dans ces conditions, il ne faut pas exclure en effet que les élections législatives cette année nous réservent une surprise qui fasse démentir la tradition historique que j'évoquais à l'instant, et que, en définitive, effectivement, M. Macron n'est pas la majorité. On pourrait très bien imaginer, par exemple, qu'il y ait d'autres forces, et moi j'espère que de plus en plus de gens vont voter bien sûr pour notre mouvement politique, pour l'UPR, et qu'il y ait donc d'autres forces qui se manifestent. Alors on verra.
Cela étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vers un système de tambouille politicienne de type 4e République. Il faut bien voir que si M. Macron avec En Marche n'avait pas la majorité, ce que je pense en fait, il aura quand même le ralliement du débris du PS, le débris de ELV, le débris du MoDem, le débris des Républicains qui va se rallier à lui. En fait, ce qui est extraordinaire avec cette élection, c'est que c'est un champ de ruine, la politique française. C'est que tous les médias, tous les partis politiques, j'ai même pas évoqué, mais M. Dupont-Aignan, c'est complètement disqualifié. M. Dupont-Aignan avait fait campagne ni système ni extrême, il avait fait campagne pendant des années en disant qu'il jamais il ne se ferait alliance avec le Front National, et puis il s'est fait campagne comme ça jusqu'à l'issue du premier tour. En 72 heures, il fait alliance avec Madame Le Pen. Enfin, quelle confiance peut-on porter à un dirigeant politique de cette nature? Donc, DLF est également, à mon avis, va être pulvérisé. Le Front National, vous l'évoquiez tout à l'heure, Madame Le Pen est apparue quand même comme ayant sabordé son propre camp. Là-dedans, ça tire à huée, à dia, parce que tout le monde sait bien que les gens se détestent les uns les autres. Monsieur Philippot est vomi par une grande partie de l'appareil du Front National. Il y en a qui voudraient taper uniquement sur les immigrés, les Arabes, alors que d'autres sont plus sensibles à la fibre sociale, etc., etc. Dans ce champ de ruines, excusez-moi de le souligner, mais est-ce que nous, on dit toujours la même chose. Nous, on a une charte fondatrice à laquelle je me tiens scrupuleusement depuis la fondation du mouvement il y a 10 ans. Eh bien, nous, depuis le deuxième tour, on a enregistré plus de 200 adhésions. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire des gens qui se considèrent qu'en définitive, même si nous ne sommes pas médiatisés dans les grands médias, nous triomphons sur Internet. Eh bien, en tout cas, François Asselineau, vous êtes de temps à autre invité sur Bretagne 5. Vous l'avez été 2 fois, je crois, lors de la campagne. Si vous me le permettez, j'en profite pour vous remercier sincèrement parce que, effectivement, ce qui est une des leçons que je tire de ces questions politiques, c'est qu'il y a en France les forces qui continuent à faire vivre un petit peu la démocratie. Ce sont des radios comme la vôtre, des chaînes de la télévision web, des petites, je dis des petits médias. Je dis ça avec beaucoup de gentillesse et d'affection, puisque moi, on me traitait de petit candidat. Donc, j'estime que j'étais, en termes de compétences professionnelles et d'expérience, j'estime que j'étais l'un des plus grands candidats. Je dirais, je vais vous faire un compliment. Je trouve qu'en termes de déontologie démocratique, vous êtes une des plus grandes radios. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très gentil, François Asselineau. Je répercute le compliment sur l'ensemble de l'équipe qui assure justement cette équité, cette déontologie qui nous est très chère, nous, ici, à Bretagne 5. Donner la parole à toutes, à tous, évidemment, dans le cadre du temps de parole qu'on a un petit peu dépassé ce matin. Mais voilà, on rééquilibrera. François Asselineau, je vous remercie d'avoir été avec nous en direct dans Bretagne 5 matin. Et puis, nous allons suivre les élections législatives. Et évidemment, nous parlerons de tous les candidats, de tous les partis, en tout cas ici au niveau de la Bretagne. Merci beaucoup François Asselineau d'avoir été avec nous. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.